Il y a 5 lignes de Gemara prévues ce soir. Donc nous allons regarder Daf Vav Amoud Aleph dans Souka, deuxième chapitre. En fait, on prend chaque année la suite de ce qu'on a étudié la fois d'avant. Donc on était arrivé là la dernière fois, à peu près 4/5 de la page. Vous avez 2 points, un intertitre, Ochlim Achilat Aray Chutz la Souka. Vous voyez où c'est? C'est face, en regard de la fin du Tosfot Aval Shinat. Il y a donc un intertitre, Ochlim Achilat Aray Chutz la Souka. Ça se rapporte à la Mishnah. La Mishnah se trouvait une page précédente. Et curieusement, elle est formulée différemment. C'est-à-dire que dans la Mishnah, pour ceux qui ont une Maseret entière, la Mishnah, elle dit Ochlim Beshotin Aray Chutz la Souka. Et là, on a pour une raison étrange, on a oublié le shotin. Il y a plus loin une braïta qui dit Ochlim Aray Chutz la Souka, c'est peut-être ça qui a influencé. La Mishnah disait Ochlim Veshotin Aray Chutz la Souka. Alors qu'est-ce que ça veut dire Aray? Donc j'ai vu que les organisateurs ont traduit occasionnellement, c'est pas mal. J'avais du mal à traduire le mot Aray. Aray pour Aray, c'est quelque chose qu'on fait de manière occasionnelle, en passant. J'ai vu un dictionnaire qui traduit Achilat Aray, une collation sur le pouce. Ça connote que c'est pas. Aray s'oppose à Keva. Keva, c'est quelque chose d'installé, de solide, de fixe. Et Aray, c'est quelque chose de passager, d'occasionnel. Donc il est écrit dans la Mishnah que, alors qu'il y a une obligation de prendre ses repas dans la souka, mais on a la possibilité, on a le droit de manger et de boire de façon Aray, de façon occasionnelle, à l'extérieur de la souka. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Alors nous allons d'abord voir la Gemara. Donc, prenons la Gemara. La Gemara demande Kama Achilat Aray. C'est combien une Achilat Aray? C'est-à-dire que la Gemara a compris que ce qui caractérise le Aray, ce qui confère à la Achila le statut de Aray, c'est la quantité qu'on consomme. En fonction de la quantité, à partir d'une certaine quantité, ça devient déjà un repas important. Si c'est moins, c'est un repas, une collation plutôt qu'un repas. Donc, Kama Achilat Aray, c'est combien une Achilat Aray? Amar Rav Yosef, Tarte Otlat Be'e. Le volume correspondant Tarte à 2, Otlat ou 3, Be'e c'est Betzim. Au volume de 2 ou 3 œufs. Rashi, Tarte Otlat. On dirait que Rashi n'a pas la même version que nous. Il n'a pas Tarte Otlat Be'e. Il a Tarte Otlat. 2 ou 3. Mais on ne dit pas quoi. Il y a dans les Hagot Vetsiyunim de l'édition Oz Hadar, il ramène le Dikdouke Sofrim qui dit qu'il y a une autre version encore, au lieu de Be'e, c'est Betsi'e, Milachon Betsi'a Tapat. Ça veut dire des morceaux de pain. Et il dit que c'est probablement la version que Rashi avait, parce qu'on va voir que Rashi traduit par morceaux. Mais moi, je pense que c'est difficile de dire que Rashi avait une telle version, parce que dans ce cas-là, il aurait mis le mot « bitz'e » dans son dibour amatril, dans son titre. Or, le fait qu'il ne le dise pas, machma que lui, il avait comme version « Tarte Otlat », c'est tout. Et Rashi explique « Shtaim o shalosh pe'amim yiten le torpiv ». 2 ou 3 fois, il pourra mettre en bouche. Donc ça veut dire des bouchées. 2 ou 3 bouchées. Et Rashi traduit en français morcelle. Donc morcelle a donné morceau, c'est des morceaux. Donc 3 morceaux. Mais c'est un peu bizarre que Rashi parle de morceaux. On aurait préféré qu'il parle de bouchées, puisqu'il a dit que c'est à mettre en bouche. Peut-être que dans le vieux français, un morcel, c'était une bouchée, je ne sais pas. Bref,
Donc selon Rav Yosef, on peut manger jusqu'à trois bouchées, 3 morceaux qui tiennent dans la bouche en une seule fois. Ou 2 ou 3. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Je fais une première lecture, après on va revenir dessus en approfondissant. Alors on continue dans la Gemara. Amarle Abaye, qui est le Talmid de Rav Yosef, a objecté à son maître. Ve'azimnin sagi'in sagile le inish be'achi, ve'avele seudat keva. Mais pourtant, zimnin sagi'in pe'amim rabot, de nombreuses fois, sagile le inish, les gens se satisfont be'achi de cela. C'est-à-dire que les gens mangent 2 ou 3 bouchées et ils sont rassasiés avec ça. Donc, havele seudat keva. Donc comment tu peux dire qu'on a droit, ou alors d'après l'autre version, à 3 œufs, mais c'est un repas complet ça. Et ça ne peut pas être araï par définition, ça doit être beaucoup moins qu'un repas complet. Donc tu ne peux pas dire ça. Et là, Amar Abaye, mais dit Abaye, donc le fait qu'il y a écrit « et là », vous savez que « et là », ça veut dire que la Gemara efface ce qui précède, c'est-à-dire que ici, c'est rare comme situation, la Gemara donne raison à Abaye. Il semblerait que l'argument de Abaye soit péremptoire, et donc Abaye dit, c'est pas ça le chiour, c'est que de taïm barbé rav veut ayel le kala. C'est ce que goûte littéralement taïm, ce que mange, mais taïm ça veut dire manger un petit peu. Barbé rav, le talmid, le disciple du Beth Midrash, va ayel le kala, et ensuite il rentre pour l'étude. Donc c'est la quantité que l'étudiant consomme avant de commencer son étude, avant de rentrer au Beth Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire? On regarde en Rashi. Que de taïm barbera va ayel le kala, baboker, on parle du matin, que chez Olchi le Beth Midrash, lorsqu'on part au Kollel ou qu'on part au Beth Midrash, Vedoeg, et donc l'étudiant a peur, Shemaim Shechu Hashmuot, que les leçons durent longtemps, et qu'avant la pause se tarde à venir, et qu'il risque d'avoir un trou, que ça soit difficile à étudier le ventre vide. Alors il prend ses précautions, Vetoem melopiv vechoter. Et donc ils avaient l'habitude donc de manger, de quoi remplir la bouche et boire. Et c'est avec ça qu'il rentrait au Beth Midrash, il était calé comme ça. Et donc c'est ça qu'on appelle Achilat Haray. Voilà, fin de notre étude. Résumons. Alors, résumons. La Mishnah disait que on a le droit de manger un repas inconsistant hors de la souka. La Gemara a demandé c'est quoi un repas inconsistant. On a Rav Yosef, alors il y a plusieurs versions. On a Rav Yosef qui dit c'est 2 ou 3 morceaux, 2 ou 3 bouchées ou 2 ou 3 œufs. Abaye qui attaque et qui dit mais non, c'est pas possible parce qu'avec ça, c'est un repas complet, ça s'appelle déjà Seudat Keva. Il y a plein de gens, on peut faire des statistiques, il y a plein de gens qui peuvent vous dire qu'après avoir mangé ça, ils sont repus. Donc c'est pas possible qu'on appelle ça comme un repas inconsistant, ça c'est un repas substantiel. Alors c'est quoi? C'est la quantité que l'élève prend le matin avant de partir au Beth Midrash pour être sûr de ne pas être pris au dépourvu si jamais le cours vient à s'étendre un peu trop. Et c'est ça s'appelle encore Achilat Haray. Et Rashi a l'air de dire que c'est melopiv, c'est de quoi remplir sa bouche. Et Rashi rajoute et il peut boire aussi. Parce qu'on buvait aussi, on prenait un café sans doute en même temps. Alors on va étudier, il y a un Tosfot là-dessus. On va d'abord voir le Tosfot à ce sujet. Tarte otlat, perach bekuntras, shtaim o shalosh peamim yiten le torpiv, morsel belaz. Donc Tosfot rapporte fidèlement ce qu'on a vu dans Rashi,
Rashi a expliqué que 2 ou 3, ça veut dire 2 ou 3 fois, il pourra mettre en bouche un morcel en français. Veyesh Sfarim, mais il y a des versions, chez Katouf Ba'en Tarte Tlat Be'e, c'est la version que nous on avait, Be'e, Betzim, qui disent pas 2, 3 en laissant en blanc, mais il y a des versions, il y a des manuscrits qui ont la version 2, 3, E. Va kolechad. Mais en réalité, tout ça, ça revient au même. C'est-à-dire que ce soit 2 ou 3 bouchées ou 2 ou 3 E, ça revient au même. Comment? Pourquoi ça revient au même? Que de Mouchar, les Kaman, comme cela est prouvé plus loin, Gabé, Lema, Teve, Tufte, de Rav Yosef, Ve'abaye. À propos de la Gemara, qui va dire, dois-je dire qu'il y a ici une objection contre Rav Yosef et contre Abaye, de Shiur Bet Ablia Kabetza, où on voit de là-bas que la mesure de Bet Ablia, de la capacité qu'on a d'avaler en une seule fois dans la bouche, par la bouche, c'est un œuf. Donc ça revient au même. Parler d'une large bouchée, de ce qu'on peut mettre en bouche et avaler en une seule fois, ou un œuf, c'est le même volume. C'est ce qu'on va voir là-bas. On va vérifier, on va comprendre. Ou le Vasof Masik, et la conclusion de la Gemara, c'est celle d'Abaye, que de Taïm, Surba Midrabanan, Vazil Lekala. Donc là, il modifie un peu notre version. Nous, on avait Chad Be'erav. Nous, c'était Taïm Bar Be'erav. Et lui, il a Tsurba Midrabanan. Ça revient au même. Tsurba Midrabanan, c'est un Talmid Racham. Ce que le Talmid Racham a l'habitude de goûter, Vazil Lekala, et avant d'aller au Beth Midrash, chez Zemelopiv, et ça correspond à de quoi remplir sa bouche. Daïnou Kabetza. Et ça c'est donc que Betza. Donc Tosfot ne fait que nous dire simplement que le shiur de Abaye c'est un Betza et le shiur de Rav Yosef c'était 2-3 Betzim. Le shiur zé Dafka Bepat, cette mesure dont on parle dans la Gemara, c'est uniquement s'il s'agit du pain, de Pere Lobaousuka. Parce que si c'était des fruits, alors les fruits, eux, on peut les manger, ils ne requièrent pas d'être mangés dans la souka. Comment c'est ça? Que de Masik, Perek Batra de Yoma, comme on le conclut dans le dernier chapitre de Yoma, de Kevadidou, Kachilatarai de Pat. Dans le dernier chapitre de Yoma, page 79b, on dit que Kevadidou, que manger des fruits de façon solide, de façon stable, de façon complète, Kachilatarai de Pat. Ça a le même statut qu'un repas inconsistant de pain. Donc ça s'appelle Achilatarai. Dans les fruits, la notion de Keva n'existe pas. Même le plus grand Keva de fruits, une tonne un régime de bananes entier, ben c'est comme du pain, un betza de pain, c'est haraï, et donc ça, on a le droit de le manger hors de la souka. Voilà ce que nous dit Tosfot. Alors je vous propose, pour mieux comprendre ce Tosfot, de voir la Gemara à laquelle il s'est référé, donc de passer à la page Kaf Vav Amud Bet. On va voir là-bas, c'est un texte qui va nous servir pour la suite de notre approfondissement. Donc, regardons la Mishnah. Daf Kaf Vav Amud Bet. Maase vevi ulo le Rabban Yochanan ben Zakkai, litom et atavshil, ou le Rabban Gamliel, shne kotvot, udli shel maïm. Il est arrivé une fois où, à Sukkot, on a apporté à Rabban Yochanan ben Zakkai un plat cuit, on lui a demandé de le goûter. Et de la même façon, une autre fois, avec un autre auteur, avec un autre maître, Rabban Gamliel, on lui a apporté 2 dattes et un seau d'eau. V'amrou ha'alum la souka. Et alors ces 2 maîtres ont eu la même réaction, ils ont dit, vous voulez que je mange ça, moi je veux bien, mais alors faites-les monter dans la souka, je ne mangerai pas hors de la souka. Ou que Shenatnu le Rabbi Tzadok,
Ochel pachot mikebetza. Par contre, là c'est un vav d'opposition. Par contre, lorsque il est arrivé qu'on ait donné à Rabbi Tzadok, c'est un troisième auteur, Ochel, un aliment, pachot mikebetza, en quantité inférieure au volume d'un œuf, netalo bemapa, d'abord il l'a enveloppé d'une nappe, d'une serviette, ve'achalo chutz la souka, il l'a mangé hors de la souka, ve'lo berach acharav, et il n'a pas récité de bénédiction après l'avoir mangé. Alors regardons Rashi sur cette Mishnah. Ochel pachot mikebetza, un aliment de moins que betza, ma'achal pachot mikebetza. Rashi vient simplement expliquer que le mot ochel, ça veut dire ma'achal, parce que des fois on aurait pu comprendre, il y a ochel et ochel. Ochel, ça veut dire il mange. Ochel, c'est un aliment. Alors pour pas que les gens se trompent, Rashi nous dit ochel ici c'est ma'achal. Ma'achal pachot mikebetza. Netalo bebapa, donc il va juste sur Rabbi Tzadok. Il l'a enveloppé d'une nappe, d'une serviette, ça veut dire quoi? L'onatal yadav, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait le tilat yadaim, c'était du pain, semble-t-il, et il n'a pas fait le tilat yadaim. Et la karar bemapa yadav mishum nekiyut, il a simplement enveloppé ses mains avec une serviette par propreté, de kassavar, parce que lui il pense, pachot mikabetza, lo bain tilat yadaim. Que lui, il pense que s'il y a moins que le volume d'un œuf, c'est pas la peine de faire le tilat yadayim. Velo bay souka, c'est pas la peine de manger dans la souka à Soukot. Velo bay birkat Amazon la charav, et c'est même pas la peine non plus de faire la bracha harona, donc de faire le birkat Amazon après. De Darish que Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Tzadok est du même avis que Rabbi Yehuda, qui fait l'interprétation suivante. Vachalta vesavata ou erachta, achila sheyeshba sevia. Comme il y a écrit, tu mangeras, tu seras rassasié, et alors tu béniras. De là, on apprend que la birkat Amazon, qui est une bracha requise par la Torah, elle n'est requise que si c'est une consommation qui a entraîné une satiété. Vainu kabetza. Et ça, c'est la satiété, c'est avec un œuf, le volume d'un œuf. Aval le fanav, bekol de ou by bracha. Par contre, la bracha rishona, celle qui précède la consommation, là, quelle que soit la taille, de toute façon, il faut faire une bénédiction. Sharené, parce qu'on tire profit. Va sur les notes, minaolam, azebelo bracha. Il est interdit de tirer profit de ce monde-ci sans réciter de bénédiction. Donc, finalement, Rabbi Tzadok, en fait, il nous a appris trois choses. Quand on a dit, on lui a apporté du pain, moins qu'à Kebetza, il n'a pas fait le tilat yadayim, il a mangé hors de la souka, et il n'a pas fait de bracha harona. On va continuer la Gemara. Enfin, après la Mishnah, on va voir la Gemara. La Gemara demande, Maaseh l'histoire. On apporte une histoire pour infirmer ce qui a été dit. Ça veut dire quoi? Rashi. Maaseh l'histoire. V'chi derech hamedabrim le'avi achar divrehem maaseh asoter divrehem. Est-ce que c'est l'habitude des orateurs d'apporter après leurs paroles une histoire qui vient contredire leurs propres paroles? C'est ça ce qu'on appelle Maaseh l'histoire. Quand on dit quelque chose et qu'on ramène une anecdote, l'anecdote elle est là pour confirmer. Et là on a l'impression qu'on a dit quelque chose et qu'on amène une anecdote qui vient contredire. Pourquoi? Regardez la suite. De Katani Reisha, on avait vu dans le Reisha, c'est-à-dire la Mishnah d'avant, au début de la Mishnah, on avait enseigné Ochlin veshotin aray chutz la souka, qu'on peut manger quand c'est aray, quand c'est occasionnel, quand c'est pas un repas important, on peut le manger hors de la souka. Ou mevi maaseh, et ensuite on apporte une anecdote de l'eteimat tafshil, puisqu'on prend le cas de Rabbi Yochanan Zakkai, il s'agit simplement de goûter. Il a peut-être même pas avalé, il a juste mis en bouche pour goûter. Il a dit qu'il faut aller dans la souka. Alors, ça va pas du tout, c'était une achila taraï, ça. Donc c'est ça la question de la Gemara. Comment est-ce que la Mishnah peut commencer par dire on peut manger araï hors de la souka? Et d'ailleurs, Rabbi Yochanan Zakkai, quand on lui a donné à goûter un tafshil, il a dit on monte dans la souka pour le manger. Ça va pas, c'est contradictoire. Bah, c'est l'histoire. On revient à la Gemara. On est obligé de comprendre que notre Mishnah est elliptique et il faut la compléter. Et voilà ce qu'elle voulait. Et voilà comment on va la reconstituer.
Veletbe mishu yohara. C'est ça la phrase qui manquait. On a dit qu'on est dispensé de souka pour une achilat araï. Mais si quelqu'un il veut être mahmir, si quelqu'un veut s'imposer une mesure surérogatoire, il veut s'imposer alors que ce n'est pas obligatoire, lui il dit mais moi je mange dans la souka. C'est permis ou c'est pas permis? C'est permis. Pourquoi ça ne serait pas permis? Veletba mishu yohara. Il n'y a pas à craindre que c'est une sorte de manière de se rendre important. C'est une forme d'orgueil en disant ah ouais mais moi je suis pas comme vous, moi je suis plus pieux que vous, plus strict que vous. Non, on aurait pu croire que c'est interdit. Il y a des mitzvot où on dit qu'on n'a pas le droit de les faire parce que d'être mahmir, parce que c'est quelque part ça donne une impression qu'on est supérieur aux autres et on n'a pas le droit de le faire. Mais là pour la souka, c'est pas le cas. Uma senami, du coup maintenant ça, l'anecdote, elle vient justement appuyer ça. Vevi ou le rabban Yochai ben Zakkai, litom et atafshir, ou le rabban Gamliel, shne kotvot, udli shel ma'im, ve'amru, ha'alum la souka. Et donc maintenant on comprend, et la preuve c'est que c'est deux très grands Tanaïm, Rabbi Yochai ben Zakkai et Rabban Gamliel, n'ont pas hésité à être mahmir et à dire moi je veux bien goûter, je veux bien manger, mais vous me l'amenez dans la souka, moi je ne veux pas manger hors de la souka. Donc jusque-là, c'est pour expliquer pourquoi l'anecdote ne contredit pas. Mais Tosfot, j'ai apporté ce texte parce que je voulais qu'on comprenne le Tosfot précédent, et le Tosfot qui amenait cette Gemara pour prouver qu'il s'agit des œufs, et que la conclusion, ça sera un œuf. Alors c'est la suite de la Gemara, c'est maintenant que ça va venir. Donc on est d'Afkav Zayin Amoud Aleph. Ou que chez Natnulo, le Rabbi Tzadok. Donc là, on l'avait vu dans la Mishnah, que lorsque on a apporté à Rabbi Tzadok Ochel Pachot Mikebetza, en l'occurrence on avait dit que c'était 2 dates. Non, je me trompe, les 2 dates c'était Rabban Gamliel. Non, on avait dit Ochel, c'était du pain, puisqu'on parle de Motzi, c'était du pain, un aliment de pain, mais inférieur au volume d'un œuf. Et là on a dit Netalo mebapa, vachalo chutz la souka, velo berach acharav. Donc la Gemara revient là-dessus maintenant, parce qu'elle a une question à poser. Et elle dit, ha kebetza by souka. Si on précise que l'aliment qu'on a apporté à Rabbi Tzadok et qu'il a accepté de manger hors de la souka était inférieur à une betza, ça laisse entendre que la limite c'est betza. Que si ça avait été betza, alors là, il aurait été obligé d'aller dans la souka. Leima tevetioufte de Rav Yosef Abaye. Dois-je dire que cette Mishnah avec Rabbi Tzadok constitue une objection contre Rav Yosef et contre Abaye? On va voir dans Rashi, ce sera plus facile. Où est l'objection? Achigar Sinan, Nema tevetioufte de Rav Yosef. Dois-je dire que c'est une objection contre Rav Yosef de Amar Leel qui a dit plus haut Tartetlat qu'on peut manger jusqu'à 2 ou 3 œufs et hors de la souka, ça s'appelle encore araï. Et là on voit qu'à partir de Betsa, c'est déjà Keva. Donc il y a une objection contre Rav Yosef. Et où est l'objection contre Abaye? Rachid suivant. Ve Abaye, de Amar, Kedetaï Barberav. Il avait dit c'est la quantité que l'élève mange le matin avant de partir au Beth Midrash. De Aïnou Kabetza. Et là maintenant, c'est là ce que Tosfot avait dit. Donc on voit que Rachid est d'accord avec Tosfot, qu'en fait Abaye, ça correspond à Kebetza. D'où on sait que ça correspond à Kebetza? De Kebetza Ochel. Anechal biblia achathu. Plutôt, j'ai mal lu. De Kebetza, Ochel, Anechal biblia achathu. Le volume d'un œuf, c'est un aliment qu'on peut manger d'un seul coup, d'un seul trait, que d'Amrina le Perikbatra de Yoma, comme on le dit dans le dernier chapitre de Yoma, Mikol a Ochel asher ye'achel. Là-bas, il s'agit là-bas des lois de pureté et d'impureté, et on dit que l'aliment qui aura été touché par une source d'impureté deviendra impur, tout aliment qui peut être mangé. Alors la Gemara demande, mais c'est un pléonasme, tout aliment qui peut être mangé.
Mais un aliment, c'est toujours fait pour être mangé. Donc le kol ha-ochel, asher yeachel, le asher yeachel, il est en trop. Réponse, c'est pour me dire un aliment qui a le volume pour être mangé d'un seul coup. Et la Gemara dit là-bas, c'est kabetza. Donc c'est là qu'on apprend que manger d'un seul coup, c'est kabetza. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que Abaye, le chiour de Abaye, c'était kabetza, le chiour de Rav Yosef, c'était 2-3 betzim. Et comme nous, dans notre Mishnah, on voit que Rabbi Tzadok, il a pu manger hors de la souka parce que c'était moins qu'un betza, ça laisse entendre que si ça avait été un betza, il aurait été obligé de manger dans la souka. Ce qui est contraire à Abaye et à plus forte raison à Rav Yosef. C'est ça la question de la Gemara. Lema tevet yufta. Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Dilma pachot mikebetza netila ubracha lobai. Hakebetza bai netila ubracha. Peut-être que quand on a parlé de moins d'un betza, c'est pas par rapport à la souka. La souka, il aurait pu encore plus, dans un beaucoup plus grand volume, continuer à la manger dehors. Mais si on a pris la limite de kabetza, c'était par rapport à la dispense de faire le tilat yadayim et à la dispense de faire la bracha harona. Netila ou bracha lobai, hakebetza. Si c'était moins qu'un kabetza, alors Rabbi Tzadok pensait qu'on n'avait pas à faire netilat yadayim, on n'avait pas besoin de faire bracha harona birkat hamazon. Ha-kabetza, mais si ça avait été kabetza, on aurait eu besoin de netila et de bracha. Mais par rapport à la souka, toutes les deux opinions restent valables, celle de Rav Yosef et celle de Abaye. Donc revenons à notre Tosfot maintenant, vous allez voir, c'est beaucoup plus clair. Je relis encore une fois le Tosfot qu'on avait vu tout à l'heure. Tarte otlat, yesh svarim shekatuv bahen tarte tlat be'e, ve'akol echad que de mouchar le kaman. Il y en a qui disent que Rav Yosef il lisait 2 ou 3 œufs, mais c'est la même chose, comme on le voit plus loin. Gabele mate vetufta de Rav Yosef Abaye. Lorsqu'on parle, c'est le passage qu'on vient de voir, dois-je dire que Rabbi Tzadok constitue une objection à Rav Yosef et Abaye? Et là-bas on voit de shiur betablia que betza, que le shiur de betablia c'est que betza. Donc quand on dit 2 ou 3 bouchées, ça revient à 2 ou 3 betzim. Donc dire comme Rashi ou lire la gersa de betza, ça revient au même. Voilà le support, donc voilà ce que nous devons étudier aujourd'hui. C'est-à-dire ça, c'est première étude, première lecture. Maintenant, si on réfléchit un petit peu, il y a un certain nombre de questions à poser. Donc je vous propose maintenant d'approfondir tout cela. Si quelqu'un a des questions, il peut intervenir sans problème. Est-ce que là tout est clair, tout est facile? Juste une petite question. Oui. On a dit que dans des pérodes, c'est que du haraï. Oui. On voit dans des gmarot, quand Trouma, Maaser, etc., on dit qu'on a le droit de manger haraï, la récolte, et pas keva, avant de la rentrer pour prélever. Donc on voit bien qu'il y a une notion de keva sur les fruits et légumes. Par rapport, c'est une autre règle qui a une notion de ah oui, qui a une notion de. Une notion de keva dans le fait de manger dagan, roche, enfin. Non, les chachamim, c'est les chachamim, ça dit de Rabbanan ça. Les Rabbanan dit que si c'est haraï, on n'est pas obligé de prendre les trumot ou masrot. C'est à ça que tu fais allusion. Oui. Donc que les chachamim ont dit que ils ont créé un statut. Bon, les chachamim peuvent créer un statut, mais c'est pas comme ils veulent, mais c'est pas la loi de la Torah. Oui. Ça me paraît peu que le savata c'est le volume d'un œuf. Le Achalta Savata, ouais. On dit que c'est le volume d'un œuf, ça me paraît très peu. D'être rassasié par un morceau de pain. Non, c'est ce que j'ai mangé à la Soda Shlichit, j'étais rassasié. Oui, sans le box. Parce que vous aviez bien mangé à midi. Peut-être. Moi, la question de base, il y a quelque chose qui est très étonnant. On a vu une Mishnah qui nous dit Ochlin v'shotin aray chutz la souka. Rashi a rien dit. Je dis bon, on va voir dans la Gemara. Pas un mot d'explication. Mais d'où ça sort? D'où ça sort ce din? La question de base dans cette souga, il y en a plusieurs, mais la première question que je me pose c'est mais d'où ça vient ce din? La Torah elle dit Basukot eshvu shivat yamim, et donc il faut manger dans la souka. Et d'où on dit, oui, mais si c'est haraï, on peut manger hors de la souka. Mais d'où ça sort ce din?
Voilà la première question que je me pose. Et Rashi a strictement rien dit. Tosot a strictement rien dit. Alors, il faut faire des recherches dans les Rishonim pour voir si on trouve des Rishonim qui ont... Alors, l'Oran, sur le Rif, dit quelque chose. Donc, pour ceux qui ont une Gemara, ils peuvent regarder. Sinon, c'est une toute petite citation. Sur la Mishnah, quand la Mishnah rapportait ce din de Ochlin Harai, le Ran dit, le Faresh, c'est sur la Mishnah. Ou me Faresh Bagmara, de Achilat Harai, Aïnou que de Taïm Barbera, Vaïe le Kala, d'Aïnou que Betsa. Donc le Ran rapporte la Gemara qu'on vient de voir, en disant que dans la Gemara, on expliquera, c'est la Chita de Abaye, que la Achilat Harai, correspond à ce que le jeune étudiant consomme le matin avant d'aller au Beth Midrash. Daïnou kabetza, ce qui correspond à kabetza. Et là, il donne une explication. Et il dit, de kol ki gavna lo chashiva. Parce que une telle quantité, c'est pas chashuv, c'est pas important. Velo ave ke en taduru. Et donc ça s'appelle pas que en taduru. Ça veut dire quoi que en taduru? Dans la Gemara dans Souka, un peu plus loin, il y a Rava qui fait une dracha et qui dit, la Torah dit Teshvu ke en taduru. La dour, dira, c'est habiter. Teshvu, dans le sens que l'obligation de s'asseoir dans la souka, ça doit être à la manière dont on habite habituellement. Et là, par le fait que c'est pas important, ça s'appelle pas que en taduru, c'est pas comme une habitation. Alors on ne comprend pas très bien qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi c'est pas une habitation? Pas très clair ce que dit le Ran. Pardon? Quand on dit Dirat Harai, justement. Dirat Harai. C'est pas une dira. C'est-à-dire le binyan de la souka est un binyan harai. C'est un binyan harai, mais là, on doit faire une dirat kva dans un binyan harai. C'est ça le principe de la souka. Shiva yamim, on quitte tsem dirat keva et rentre dans la dirat harai. On parle de la coquille, de la structure. La structure de la souka est bien sûr une dira qui n'est pas faite pour être habitée durablement. Mais on doit habiter. On doit vivre dans la souka, dans cette habitation qui est précaire. On doit y vivre comme si c'était... Il y a la méthode de dormir aussi. Oui, justement. Justement, c'est ça. Il s'agit d'y habiter que taduru. Comme on fait dans une maison en dur, on doit faire dans la souka. On doit se comporter comme à la maison. Voilà. Ça veut dire peut-être comme c'est à rail, on ne s'assoit pas à table pour le manger, quand toute l'année à la maison, alors là on profite, on est dans la... Pardon, je n'ai pas compris. Comme c'est des petites quantités, oui. Peut-être on ne s'assierait pas chez soi à la maison pour le manger. On mangerait debout? Par exemple. Et alors, qu'est-ce qui... Où est-ce qu'il... Dans la rue ou ce genre de choses. Dans la rue c'est autre chose. Ouais. Dans la rue c'est autre chose. Mais en général, le Kohen Taduru, le Kohen Taduru qu'on a vu habituellement, ça a été dit par exemple dans la Gemara, d'ailleurs je regarde si c'est pas sur la même page. Ouais. Oui, regardez dans la même page. Dafka Vav Amud Aleph. À propos de quoi Rava a dit Teshvu enfin non, là c'était Abaye qui l'a dit, mais ça revient au même. Il y avait écrit comme ça. Shomrei Ha'ir, vous voyez où c'est en face du Tosfot Mishum Baki. Tanoura Banan. Shomrei Ha'ir Beyom, les gens qui sont chargés de garder la ville la journée. Peturin Minasuka Bayom, V'chayavim Belayla. Shomrei Ha'ir Balayla, Peturin Minasuka Balayla, V'chayavim Bayom. Et les veilleurs de nuit, pendant la nuit, ils n'ont pas besoin de manger dans la souka, ni d'y dormir, et par contre le jour, oui. Et Shomrei Ha'ir, Ben Bayom et Ben Balayla, et ceux qui sont 24 heures sur 24, P'turim la souka Ben Bayom ou Ben Balayla.
Alors la Gemara demande, mais pourquoi ils n'ont qu'à faire... Et ensuite on avait dit, Shomrei Ganot ou Pardesim, les gens qui sont chargés de surveiller les jardins et les vergers, eux ils sont dispensés de souka jour et nuit. La Gemara demande, mais ils n'ont qu'à faire une souka. Et alors une réponse c'est Teshuk Entaduru. Et la manière dont Rashi a une pshat à lui, mais les autres Rishonim comprennent, Teshuk Entaduru, c'est qu'on ne te demande de manger dans la souka que si tu avais à la maison, tu mangerais dans ta maison. Or, le veilleur de nuit, il ne mange pas chez lui à la maison, la nuit, puisqu'il doit travailler. Et pareil, pour ceux qui sont de garde le jour, ben, ils ne peuvent pas être chez eux. Donc Teshuvah Kenetadou, on n'oblige pas plus de faire dans la souka que ce qu'on fait quand on est chez soi à la maison. Ça, c'est le principe de Teshuvah Kenetadou. Mais ici, on ne comprend pas. Parce que on mange bien chez soi aussi des repas, des petites collations sur le pouce. On ne mange pas que des repas très importants. On mange aussi des petits goûters, des petites collations. On en mange aussi chez soi. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne les ferait pas dans la souka aussi? Par le principe de Teshuvah Kenetadou. Ça, donc a priori, on est un petit peu étonné de ce que dit le Ran. Alors, on continue nos recherches. On voit que il y a par contre le Ritva. Le Ritva, il dit la chose suivante. Sheken Adam Ochel Achilat Aray Routz le Beto. Il dit parce que, ça c'est ce que Michael Tzvi avait dit, c'est que ben justement, c'est le principe, là il y a le principe de Teshuvah Kenetadou, dans le sens que ce type de repas, on ne le mange pas nécessairement à la maison. On peut le manger aussi dans la cour, on peut le manger aussi dans la rue. Donc c'est plus quelque chose qu'on mange nécessairement à la maison, et donc du coup on est dispensé. Mais d'un autre côté, on pourrait dire, oui, mais on le mange aussi à la maison. Alors, c'est pas comme le veilleur de nuit ou le garde de jour. Lui, il mange jamais à la maison. Donc, il est dispensé de souka, le jour. Mais là, il fait et l'un et l'autre. Alors comment ça fonctionne? Donc, en faisant des recherches, j'ai vu qu'il y a plusieurs... donc là, on a déjà deux avis. On a d'une part le Ran qui nous dit c'est pas chachouv et du coup il n'y a pas Teshuvah Kenetadou, et nous on ne comprend pas très bien comment ça se goupille ensemble. Et on a le Ritva qui fait intervenir que Teshuvah. Il ne donne pas cette notion que c'est pas chachouv. C'est pas une question que c'est pas chachouv, mais c'est pas une alimentation qui requiert la maison. On peut la manger à la maison, mais ce n'est pas une alimentation qu'on est obligé de faire chez soi. On mange aussi ça dehors, dans la rue, sur un banc. Donc ce n'est pas quelque chose qui requiert la maison. Donc il y a déjà deux directions différentes. Alors, il y a le Marzor Vitri, de Rabbeinu Simcha de Vitri, qui est un talmid de Rashi, un talmid mouvak de Rashi. J'ai noté ce qu'il explique dans le Siman Shin Nutet. Il dit la chose suivante. Ochlin achilat aray. Nafkalan misukot teshvu. On déduit ça du verset Basukot teshvu. Teshvu Kenetadou. Il revient avec Teshuvah Kenetadou. Ou maï dirato shel adam. Lecholba achilat keva shelo. C'est quoi l'habitation d'un homme? C'est quoi littéralement? Mahi. C'est quoi l'habitation d'un homme? Quel est son but? Quelle est sa vocation? C'est d'y manger achilat keva. La maison, elle est faite pour manger des repas stables, des repas substantiels. Aval achilat aray, ochel belo dirato. Mais une achila qui est aray, qui n'est pas substantielle, on ne la mange pas nécessairement à la maison. Comme ochel bechatzero, ou besade. On peut la manger dans la cour, on peut le manger dans les champs. Ve'eno mevakesh dira. C'est pas un repas qui requiert une habitation. Usvara'i shelo ikpid akatuv b'achilat aray. Alors là, il explicite bien, et là on retrouve l'idée du Ran, mais bien explicite. C'est-à-dire que pour lui, le Teshuvah Kenetadou, ça veut dire la Torah ne me demande de faire dans la souka que des comportements qui requièrent habituellement d'être faits dans la maison. Et donc
dans la mesure où les achilat araï ne se font pas, se font à la maison, mais pas nécessairement à la maison, c'est une svara. C'était pas obligatoire, mais on peut comprendre comme cela. À côté de ça, vous avez le Re'a sur la Mishnah qui dit achilat araï loshma achila et qui se réfère pas du tout à Teshuvah Kohen Taduru. Il dit achilat araï, c'est pas une achila. L'Omeiri lui dit achilat araï lo chashuva achila. Donc, sans faire référence à Kohen Taduru. Donc, on a finalement trois types de réponses à notre question. Ça, vous voyez c'était une question intéressante, cette question basique, d'où ça sort ce din de Haraï. Et donc, finalement, on a trois explications. La plus simple, c'est celle du Meiri et du Re'a. Ça ne s'appelle pas une achila. C'est le chashuv achila. Donc il est logique de dire que la Torah ne parle pas de ça, sans même se référer à Teshuvah Kohen Taduru, mais simplement, quand la Torah nous dit qu'on doit vivre dans la soukha, mais ça s'appelle pas vivre, c'est rien du tout, ça n'a pas de valeur. Sur lequel on peut faire. Pardon ? C'est quelque chose sur lequel on fait birkat. Oui, ça n'a rien à voir. Oui, il y a une ana'a, mais c'est pas un repas. Ça n'a pas valeur de repas, donc ça n'a pas de chashivut. Bien sûr, sur les notes, la mazé belo bracha. Donc la moindre petite jouissance requiert une bracha. Mais par rapport à un comportement, c'est pas un comportement qui est suffisamment important pour que la Torah nous exige de le faire dans la soukha. Ça, c'est une approche. La deuxième approche, elle est un peu plus sophistiquée, c'est celle du Ran et du Marzor Vitri qui dit la logique, c'est une logique, mais la logique elle est liée au fait qu'on comprend que le Teshuvah Kohen Taduru, c'est que la Torah me demande de faire dans la soukha que des comportements qui requièrent habituellement la maison. Donc si c'est un comportement qui requiert habituellement la maison, toi tu le fais dans la soukha. Ça c'est pas quelque chose qui requiert habituellement on peut le faire dans la maison, c'est vrai, mais on n'est pas obligé de le faire dans la maison. Et donc du coup il est logique de dire ça se rapproche du Re'a et du Meiri, mais c'est un peu plus sophistiqué. Et après il y a le Ritva qui est complètement différent et qui dit à partir du la règle elle est simplement c'est pas une question de chashivut. Jusque là on parlait de la chashivut. Pour le Ritva, ce n'est pas une question de chashivut. Mais la Torah, elle te dit, tu n'es obligé de faire dans la soukha que ce que tu fais strictement dans la maison. Or, un repas comme celui-là, on ne le fait pas nécessairement à la maison. Donc si on ne le fait pas nécessairement à la maison, eh ben dans ce cas-là, on est dispensé de le faire. C'est même pas une question d'importance, ça peut être très important, mais du moment qu'on ne le fait pas toujours à la maison, donc c'est pas Teshuvah Kohen Taduru. C'est un peu comme le veilleur de nuit ou le veilleur de jour. Lui, il le fait pas le jour parce que même quand il est à la maison, bah là aussi quand il est à la maison, il fait pas nécessairement ces petits repas là dans la maison. Donc dans ce cas-là, il est dispensé de soukha. Donc voilà les trois manières de. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre en valeur deux approches du din de Teshuvah Kohen Taduru. Il y a une approche qui consiste à dire ce que je viens de dire, à savoir, dès l'instant où c'est quelque chose que tu ne fais pas obligatoirement dans la maison, bah, t'es pas tenu de le faire. Et il y a une autre qui dit, non, c'est quelque chose il faut regarder si c'est un comportement qui requiert la maison. Si ça requiert la maison, alors c'est chashuv, là tu es obligé de le faire. Mais si ça ne requiert pas la maison, tu n'es pas obligé. Voilà donc la réponse à notre première question. Maintenant, j'en reviens, ça va jusque-là? Donc on a compris d'où ça sort ce din de Achilat Araï Patur Min Hasouka. Maintenant, il y a un deuxième point sur la marloquette entre Abaye et Rav Yosef. Revenons à la Gemara. Je vous montre comment il y a deux formes d'études. Il y a l'étude superficielle, l'étude de Bekiout, on lit, on traduit, ça a l'air clair. Et puis il y a l'étude de Iyun, on se dit, mais attends, je n'ai pas bien compris. Donc là aussi, je reviens à la Gemara. Il y avait Rav Yosef qui dit, c'est 2-3 betsim. Abaye lui dit, mais attends, 2-3 betsim, mais il y a plein de gens avec ça, ils sont hyper rassasiés. Alors, il dit, donc, c'est pas 3 betsim, c'est un betsa. C'est quoi la marloquette entre eux? C'est quoi le débat?
Et comment Rabbi Yosef, il va répondre à Abaye? En plus, on voit que la Gemara a donné raison à Abaye. Et là, Amar Abaye. Alors, qu'est-ce qu'il avait en tête, Rabbi Yosef? Et c'est quoi leur débat? Rabbi Yosef n'a pas pensé que 3 personnes, qu'il y a beaucoup de gens qui sont rassasiés avec 3 œufs. Comment il va répondre? Il faut bien qu'il a pensé à cet argument-là. En général, dans ce genre de choses, c'est qu'ils ont chacun une approche différente. Ils ont chacun. Mais la question que A pose à B, B l'avait comprise, mais lui, il avait sa réponse. Et l'autre n'accepte pas cette réponse parce qu'il a une définition des choses différemment. Mais là, on voit, là, a priori, Abaye a le dernier mot, et on ne comprend même pas comment Rabbi Yosef a pu soutenir ce qu'il a soutenu. Voilà la deuxième question que je voulais poser. Alors, qu'est-ce qu'on va répondre à ça? Il y a, quand on regarde dans les Mefarshim derrière, il y a le Yahavetz, Rabbi Yaakov Emden, qui soulève aussi une autre question. Alors, c'est une troisième question, là, maintenant. Question de... Je pensais que quelqu'un allait la poser. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Yosef? 2 ou 3? D'habitude, dans ce type de configuration, quand quelqu'un dit 2 ou 3, 4 ou 5, 9 ou 10, alors la Gemara demande, mais si c'est 10, c'est pas la peine de me dire 9. Si c'est 3, c'est pas la peine de me dire 2. Alors la Gemara, elle répond en général, ou adin afilu tuva. C'est une manière de parler pour dire autant que tu veux. Donc c'est une manière de dire 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100. Mais là, on ne peut pas dire ça, parce que là, c'est une limite. La question était, après, on le passe à Akeva. Donc, c'est pas possible. C'est pas possible de dire qu'il s'agit ici de dire Afilu Tuva. Alors, dans ce cas-là, la question revient. Pourquoi il dit 2 ou 3? Qu'ils disent 3, pas 2. Voilà la question que soulève le Yahavetz. C'est une question très difficile. La réponse du Yahavetz, je ne l'ai pas bien comprise, elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire. Mais il y a une autre réponse qui a été proposée par d'autres Acharonim, que vous les trouvez tous derrière dans les Yalkut Mefarshim. Alors, le Mitzpe Etan la rapporte au nom du Sefer Zera Yitzhak, et Rabbi Eliezer Moshe Horowitz donne aussi la même réponse. Alors, qu'est-ce qu'il propose comme réponse pour expliquer pourquoi Rabbi Yosef, il a dit 2, 3. 2 ou 3, alors qu'il aurait dû dire 3. Il y a une Gemara dans Eruvin, Daf Pei Gimel Amud Aleph, dans le Perek Ketzad Mishtatfin, à propos de Eruv Troumin. Vous savez qu'il y a plusieurs sortes de Eruv. Eruv Troumin, c'est quand je veux aller dans une direction, sortir du Troum, je peux avoir encore Al-Païmama, on peut me donner, je perds de l'autre côté 2000 coudées, et je gagne 2000 coudées dans cette direction, à condition de poser un Eruv à la fin des 2 premières 1000 coudées. Combien il faut mettre? Il faut mettre Shiur Mazon Shte Seudot. On dépose l'équivalent d'un repas de nourriture pour 2 repas. Maintenant, la question se pose, c'est combien? C'est combien 2 repas? La Gemara rapporte un débat entre les Tanaïm. Combien c'est 2 repas? Rabbi Yehuda ben Betera dit que c'est un quart de cave. Un quart de cave, ça revient à 6 œufs. Puisque un cave, c'est 24 œufs. Donc 24 divisé par 4, ça fait 6. Et donc, 6 œufs égale 2 repas. Un repas va faire 3. Bravo. Les Rabbanan, c'est Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, eux, ils disent que c'est 8 betsim pour 2 repas. Et donc, un repas fera 4. Donc, selon Rabbi Yehuda ben Betera, un repas fait 4, et selon... non, Rabbi Yehuda ben Betera, on a dit que c'est 6 betsim, donc c'est 3, et Rabbanan, c'est 4. D'accord? Alors, du coup, on peut comprendre pourquoi il a dit 2, 3. Quand il a dit 2, c'est pour dire 2 mais pas 3. Quand il a dit 3, c'est pour dire 3 mais pas 4. Mais pourquoi il n'a pas dit juste, comme on avait dit, 3? Parce que 3 mais pas 4, ça vaut pour les Rabbanan. Mais par contre, pour Rabbi Yehuda ben Betera qui disait que
c'était 6 betsim, donc 3 betsim. Donc déjà 3 c'est déjà plus bon. Donc pour lui il fallait dire que 2. Donc 2 d'après l'un et 3 d'après l'autre. Et chaque fois, ça c'est la limite par rapport... Alors c'est pas la limite exacte, mais c'est la limite par rapport au nombre entier suivant. Voilà la réponse que propose ces acharonim là. Alors maintenant, il faut qu'on comprenne quelle va être l'objection d'Abaye. Abaye dit, mais les gens sont rassasiés avec 2 ou 3. Alors, le Rav Eliezer Moshe Horowitz explique que toi, tu es en train de faire... Cette marloquette-là, ça définit ce qu'on peut dire la Souda Benonite, un repas moyen. L'objection d'Abaye consiste à dire, mais tu ne peux pas, dans notre affaire à nous, de Haraï et Keva, tu ne peux pas prendre comme critère un repas moyen. Pourquoi? Parce que c'est au cas par cas, pour chaque personne, il faut définir ce qui pour lui est suffisant pour le nourrir et ce qui ne l'est pas. Or, d'un homme à l'autre, d'une constitution à l'autre, c'est très variable. Donc eux, dans Hérouvine, on a pris un chiour Benoni, condition moyenne de température et de pression, on prend toujours la moyenne. Mais là, dans le din de Haraï Keva, Abaye lui dit, ça doit être au cas par cas. Donc tu ne peux pas prendre quelque chose qui est moyen, parce que si tu prends quelque chose qui est moyen, pour une petite nature, ça sera déjà largement une satiété, il sera déjà pour lui une achilat Keva. Et donc du coup, il faut expliquer d'après ça que lorsque Abaye il donne le shiur de Kabetza, le shiur de Taïm Barberav, ça veut dire que c'est le plus petit, que même la plus petite constitution, celui qui est le rassasié le plus facilement, il n'est pas rassasié avec un Betza. Là, ça correspond à ce que vous disiez, qu'avec un Betza, on n'est pas réellement rassasié, donc on ne parle pas tout à fait de la même satiété. Et donc, alors maintenant, qu'est-ce que va répondre à ça Rav Yosef? Maintenant, la question est de savoir comment on va répondre à cela Rav Yosef. Donc moi, ce que je pense, c'est que le débat, il est justement là. Est-ce que c'est le chiour que la Torah a prescrit de Haraï, qui est autorisé d'être pris hors de la soukha, est-ce que ça doit être quelque chose d'objectif ou de subjectif? Est-ce qu'on va d'après, on définit le repas en tant que tel, ou est-ce qu'on le définit par rapport à la personne? Donc Rav Yosef lui disait, la Torah, on a dit que c'est quelque chose qui est chachouv, pas chachouv. La Torah ne va pas donner un chiour qui est à géométrie variable en fonction de chaque personne. Elle va définir un chiour moyen. Et c'est pour ça que lui, il prend le chiour moyen. Et Abaye lui dit, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Moi je pense que c'est plus... Là, dans ce cas-là, il est plus logique de coller au cas par cas. Et donc il faut prendre le chiour, la mesure qui est la plus petite possible, ou même la personne qui est le plus facilement rassasiable dira avec ça je ne suis pas rassasié. Et donc c'est ça leur débat. Et la Gemara donne raison à Abaye. Donc là maintenant on a un débat. Alors, au début on ne comprenait pas du tout. Donc je résume, on avait 2 questions. C'est quoi le débat entre Abaye et Rav Yosef? Comment Rav Yosef va répondre à ce que dit Abaye? Abaye lui dit mais regarde les gens, on a plein de gens qui sont déjà rassasiés avec ça. Et puis aussi on avait dit pourquoi il dit 2, 3, il n'a qu'à dire 3. Et bon, on a expliqué qu'en fait 2, 3, ça fait référence à un débat, et c'est le shiur de la Souda Benonite. Il y en a qui disent que 3 c'est une Souda Benonite, donc 3 c'est pas bon, mais 2 c'est bon. Il y en a qui disent que 4 c'est de la Souda Benonite, donc 3 c'est aussi bon. Donc suivant les 2 auteurs, il a mis les 2 avis. Et de là on voit que Rav Yosef lui pense que le critère de Souda Tara et Souda Keva, c'est quelque chose qui est objectif, c'est un din dans la Séouda. C'est pas un din dans le gavra, c'est pas un din dans la personne. Et Abaye dit non, ça doit être mesuré dans la personne, et donc on va prendre le plus petit chiour. Voilà comment on peut justifier le débat qu'il y avait entre Abaye et Rav Yosef. Si on prend par exemple le Ran, lui, il parlait de Chashivut, ça avait l'air Oui. objectif. C'est objectif ou subjectif? Je n'ai pas compris. Selon vous, la chashivut, c'est subjectif ou objectif? Pour moi, c'est objectif, la notion de chashivut. Pas obligatoire. La définition, c'est ce qui va rassasier la personne. Donc ça c'est considéré comme important.
Donc si on dit qu'on va sur chaque personne, ça sera subjectif et ça deviendra important. C'est-à-dire l'importance, c'est toujours la même, c'est ce avec quoi on est rassasié, mais ça varie maintenant avec n'importe qui, avec chacun. Alors maintenant, je passe à, si vous n'avez pas de questions, je passe à un autre. Ça va faire 1 heure qu'on étudie, là on va faire une petite pause, et donc si certains veulent nous quitter parce que l'heure est tardive, ils peuvent en profiter.